Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Elsa Boulard et je suis en Master 1 de psychologie sociale du travail et des organisations. Salut à tous, moi c'est Anaïs Legras et je suis aussi en Master 1 de psychologie sociale du travail et des organisations. Pour commencer, on va vous parler des unités d'enseignement du semestre 6. Vous le savez peut-être ou pas, durant votre troisième année de licence, au second semestre, vous devrez vous spécialiser et choisir quelques unités d'enseignement parmi une liste qui vous sera proposée. Vous aurez 3 unités d'enseignement général et 2 unités de méthodes et techniques à choisir. En ce qui concerne les 3 unités d'enseignement général, pour accéder au master PSTO, on vous conseille de prendre en premier ergonomie, à laquelle vous allez voir les bases de l'ergonomie organisationnelle, physique et cognitive, il me semble. En deuxième, la psychologie sociale de la santé et du travail. Donc là, vous allez voir la psychologie sociale appliquée au domaine de la santé et au domaine du travail pour la première fois. Et en troisième, la psychologie des représentations et des influences sociales, qui est plus ou moins un approfondissement de ce que vous avez fait en psychologie sociale durant toute votre licence, appuyé sur les représentations sociales. Pour ce qui concerne le choix des UE de méthodes et techniques, vous avez le choix parmi plein d'UE. Et pour le master PSTO, on vous conseille 3 UE. Donc vous pouvez en choisir 2 parmi les 3 que je vais vous lister tout de suite. Donc la première UE, c'est technique d'observation. Elle va vous permettre de créer une grille d'observation et de l'appliquer sur un terrain. Pour ce qui est de l'UE enquête par questionnaire, c'est à peu près calqué sur le même fonctionnement que technique d'observation. Donc, cette UE vous apprend à créer un questionnaire et à l'appliquer sur le terrain, ainsi qu'à analyser ses résultats. Et ensuite, la dernière UE de méthode et technique, c'est méthode qualitative. Et celle-là, c'est une autre technique qui vous apprend à mener une enquête qualitative. Après, il faut savoir que ces unités d'enseignement, ce sont des conseils pour structurer votre dossier de candidature en PSTO, mais ce n'est pas une liste exhaustive, c'est-à-dire que si vous voulez vraiment explorer une autre unité d'enseignement, vous le pouvez dans la mesure où vous serez capable de l'expliciter, soit dans votre lettre de motivation ou surtout lors de l'entretien si on vous pose des questions. Ensuite, on va vous parler de la création de votre lettre de motivation. Donc, en ce qui me concerne, il faut savoir que j'ai un parcours assez typique, c'est-à-dire que j'ai fait ma L1, ma L2, ma L3 à Aix-en-Provence et au semestre 6, j'ai choisi toutes les unités d'enseignement qu'on vient de vous lister pour favoriser l'acceptation de ma candidature. Ma lettre de motivation suit ce cours, forcément, elle est aussi un peu typique, mais je pense que ça peut être utile de vous lister les grandes catégories qui me semblent nécessaires d'aborder. Donc d'abord une courte présentation, assez rapide, brève, mais utile. Pourquoi cette université? Pourquoi ce master? En quoi est-ce que ça vous concerne personnellement d'aller là-bas? Votre projet professionnel, votre projet de recherche, votre projet de stage et vos expériences professionnelles. Et enfin, vos qualités, vos atouts et les compétences que vous avez pu développer dans votre stage, vos expériences professionnelles ou encore les unités d'enseignement qu'on vous a listées juste avant. Voilà. En ce qui vous concerne, moi, comparé à Elsa, j'ai pas du tout un parcours typique. C'est-à-dire que j'ai une licence de neurosciences et l'année dernière, je suis allée directement en licence 3 de psychologie. Donc, j'ai fait qu'une année de psycho. Et surtout, toutes mes options de l'année dernière n'étaient pas du tout celles que nous venons de vous lister. Moi, personnellement, j'étais très tournée vers la neuropsychologie. Donc, je n'ai pas du tout le parcours type pour rentrer dans le master 1 PSTO. Dans ma lettre de motivation, tout ce que Elsa a dit par rapport au choix de l'université, pourquoi celle-là, tout ce qui est expérience pro, évidemment, c'est à mettre dedans. Mais quand vous n'avez pas un parcours typique, je pense que la motivation doit être mise en avant. Il faut que vous fassiez passer l'idée de pourquoi vous en êtes arrivé là, quel a été votre cheminement, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous a fait changer de bord, si on peut dire ça comme ça, quelle réflexion vous a amené en fait à passer d'un parcours comme ça par exemple, à vouloir aller en master 1 PSTO, quoi. Donc, vraiment, ce cheminement est très important pour comprendre d'où vous venez et où vous voulez aller.
Et ensuite, ce qui est aussi important à mettre en avant, c'est les qualités, les compétences que les autres élèves, par exemple, n'auront pas avec un parcours typique. Si vous venez, par exemple, d'un cursus scientifique, la rigueur scientifique, c'est quelque chose que en psychologie ou en littérature, on n'est pas forcément obligé de retrouver. Donc ça peut être des compétences et des qualités que vous avez acquises au cours de vos années précédentes et que vous n'avez pas forcément… j'ai perdu mes mots. Tranquille. Et je pense que ce qui est vraiment important aussi dans la lettre de motivation, c'est sa construction. Personnellement, j'ai passé des heures et des heures, mais enfin, je ne l'ai pas fait en 3 heures. J'ai dû passer en tout au moins une vingtaine d'heures dessus sur plusieurs jours. Je me suis cassé la tête, j'ai construit, reconstruit les phrases, j'ai travaillé la sonorité de chacun de mes paragraphes, j'ai essayé de faire des assonances. Et je pense que ça fait la différence dans le sens où, par exemple, moi qui ai un parcours assez typique, comme beaucoup d'élèves qui veulent aller en master PSTO, pour les professeurs qui lisent des centaines et des centaines de lettres de motivation, tomber sur une lettre qui est synthétisée et fluide, ça fait la différence. Et un vocabulaire aussi assez développé, c'est important. Ouais, faites très attention à la construction des phrases et même à chaque élément où il se trouve dans votre lettre de motivation, avoir une bonne structure. Voilà. Vas-y. Bah, pour moi, c'est bon. Donc, j'espère que ça vous aura aidé au maximum à vouloir ou pas aller en Master 1 de PSTO l'année prochaine. En tout cas, sachez que vous pouvez nous retrouver sur Facebook et vous pouvez venir vers nous si vous avez n'importe quelle question en ce qui concerne le Master ou voilà. Oui, n'hésitez pas à nous solliciter, on est disponible et si vous avez d'autres questions, foncez. Voilà, bonne continuation. Présentez votre master, le contenu chez les sujets de recherche. Alors, concernant le contenu, il faut savoir qu'en M1, il y a un tronc commun avec les masters psychologie sociale de la santé, c'est-à-dire que vous allez avoir des UE comme psychologie sociale de la santé. Il y a aussi une UE en commun avec les masters ergonomie qui s'appelle ASST, analyse des systèmes de travail. Et après, donc, bien sûr, il y a plein d'autres UE. Comme vous avez des UE, donc il y a déontologie. Vous avez donc bien sûr psychologie sociale du travail, psychologie sociale de l'influence et des représentations. Vous avez tout ce qui est technique d'entretien. Après aussi une UE assez importante, c'est les statistiques. Alors j'insiste sur ça car les statistiques vous serviront, enfin ce que vous allez faire au premier semestre en statistique, ça va vous servir au deuxième semestre lorsque vous allez, en fait ça va vous servir dans votre mémoire de recherche. Ensuite vous avez aussi des options en un an, au premier semestre. Par exemple, vous avez des options, vous avez cognition, émotion et comportement social, dissonance et engagement, représentation sociale, cognition et contextes socio-spatiaux, ingénierie psychosociale et épidémiologie appliquée à la psychologie sociale de la santé. Moi personnellement, j'ai pris en M1, j'ai pris dissonance et engagement avec Monsieur Girandola. Donc dans cette UE, bien sûr, comme son nom l'indique, ça reprend un peu les principes sur la dissonance cognitive. Ça reprend pas mal ce que vous avez fait, ce qu'on fait en licence au niveau de la dissonance. J'ai pris donc cognition, émotion et comportement social avec Monsieur Chanouf. Et ensuite, bien sûr, il y a ingénierie psychosociale avec Valérie Fointiard, c'est tout ce qui est recherche-action. Et analyse des systèmes de travail, donc avec Monsieur Souville. Là, en fait, les UE que je suis en train de vous dire, souvent, c'est préférable de les prendre quand vous êtes en PSTO, parce que c'est aussi des UE, certaines de ces UE peuvent être prises par ceux qui sont en PSS, mais quand on est en PSTO, c'est mieux d'orienter, en tout cas, ces choix vers ces matières-là. Après, pour rebondir sur tout ce qui est statistique, vous formalisez pas maintenant parce que certes c'est une UE très importante pour le second semestre et pour le M2, mais on est vachement accompagné
sur l'élaboration de tout ce qui va être le projet de statistique. Donc vous ne commencez pas à paniquer comme ça sur cette UE. Oui. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir... moi par exemple, je n'étais pas très bonne en stats. Je sais que les statistiques, c'est une UE qui est assez redoutée, qui est pas mal redoutée par les étudiants en psycho. C'est pas l'UE préférée, on va dire. Au contraire, moi je trouve qu'en M1 on est très bien accompagné dans cette UE. Et moi en tout cas ça m'a permis vraiment de rattraper mes lacunes que j'avais lorsque j'étais en licence. Ensuite au deuxième semestre donc du M1 vous avez tout ce qui... Alors bien sûr vous avez le stage et le mémoire, mais ça on en parlera un peu plus loin. Tout ce qui est technique d'animation des groupes, méthodologie donc de la psychologie sociale du travail et technique psychosociale d'intervention. Alors là je vais pas forcément pouvoir vraiment vous en parler car comme vous le savez moi l'an dernier j'étais en M1 et donc mon deuxième semestre je l'ai passé confiné, donc on n'a pas eu énormément de cours sur ces UE là. On a eu les contrôles, c'était des contrôles à distance, des petits dossiers à rédiger, donc je ne pourrais pas trop vous en parler. Après, concernant donc, les sujets de recherche, il faut savoir c'est que il y a des thématiques aussi un peu en fonction de l'équipe pédagogique. Alors je vais faire une petite parenthèse, donc l'équipe pédagogique en master PSTO, elle est composée de Marc Souville qui est directeur du master PSTO, de Valérie Fuentia qui est donc la co-directrice du master, de madame Burakova Marina qui elle est responsable du master 1, et ensuite de Christophe, il y a aussi Christophe Demarque et Fabien Girandola. J'espère que je n'oublie personne. Alors, concernant les thématiques, donc par exemple avec Marc Souville, c'est tout ce qui est analyse des conditions de travail et les impacts sur les individus. C'est aussi tout ce qui est analyse des modalités de gestion des ressources humaines. Donc ça peut être orienté à RH. Et c'est aussi la gestion et prévention des risques professionnels. Tout ce qui est donc RPS, santé sécurité au travail. Donc allant du stress, burn-out, bore-out, voilà. Ensuite avec madame Fuentia, c'est tout ce qui est donc soumission librement consentie, dissonance expressive, les normes sociales. Et plus largement les techniques d'influence tout simplement. Alors j'ai pas fait mon mémoire avec cette enseignante donc... ensuite, monsieur Girandola traite tout ce qui est bien sûr dissonance cognitive, régulation, alors tout ce qui est gestion des émotions, régulation émotionnelle, ainsi que tout ce qui est effet des règles perçues d'affichage émotionnel. Enfin voilà. Après, à savoir pour Fabien Girandola, c'est qu'il co-encadre avec monsieur Souville le plus souvent. Oui, c'est-à-dire si vous prenez monsieur Girandola en tant que directeur de recherche, enfin de votre mémoire, il y aura une co-direction avec monsieur Souville, parce que souvent c'est un peu les mêmes thématiques. Avec madame Burakova, c'est tout ce qui est conciliation des temps de vie. Donc les stratégies et effets de la conciliation des temps de vie dans les différents contextes professionnels. Alors là en plus avec le contexte de la Covid-19, on a commencé à faire, il y a eu pas mal de sujets de recherche qui sont faits depuis cette année, donc ça peut être intéressant. Et madame Burakova traite aussi tout ce qui est intelligence culturelle en situation d'expatriation. Voilà. Ensuite, monsieur Demarque. Il est plus axé sur tout ce qui est rapport au temps et les représentations liées au temps. Voilà, tout simplement. Tout ce qui est analyse des conduites, genre l'hypertravail. Voilà. Après, à savoir pour les travaux de recherche, c'est-à-dire que l'équipe enseignante est aussi ouverte à vos propositions.
faut que ça reste raccroché à leur thématique. Typiquement, moi, dans mon sujet de master, je vais traiter des conditions de travail des artistes. Il n'y a pas de professeur qui est spécialisé dans ce domaine-là, mais ils sont ouverts à cette possibilité, ils nous laissent travailler dessus. C'est-à-dire que si vous avez déjà vos propres idées de recherche, ils sont ouverts pour que vous y travailliez dessus. Ah oui, il n'y a pas de... Si vous avez vraiment votre idée, vous voulez absolument faire de la recherche sur une thématique, mais qu'elle n'est pas présente dans les thématiques proposées, vous êtes vraiment libre. Après, voilà, c'est vraiment à vous de bien expliquer votre projet de recherche à l'équipe enseignante. Enfin, voilà, il n'y a pas de raison qu'on vous dise non. Si ça reste bien sûr en rapport avec la psychologie du travail. C'est ça. Voilà. Quels UE au semestre 6 faut-il choisir ou est-il préférable de choisir selon vous pour mieux appréhender le master demandé? Alors, il faut savoir, en psychologie sociale, ils sont assez ouverts à ça. Alors bien sûr, il faut prendre les UE en rapport avec le master que vous demandez, mais par exemple, si vous prenez une UE qui n'est pas forcément en rapport, si vous arrivez à l'expliquer pourquoi vous avez pris cette UE-là, généralement ça peut ne pas poser de problème. Moi par exemple, donc là je reprends la liste des UE, j'avais pris donc psychologie des représentations et des influences sociales et psychologie sociale de la santé et du travail. Donc c'est quand même des UE à prendre. Clairement, l'option psychologie sociale de la santé, psychologie sociale du travail, vraiment ça nous aide beaucoup et ça vous permet vraiment de vous faire une idée de ce qu'on va faire. Après voilà, il y a 3 UE au choix, enfin parmi toute la liste, il y en a 3 à prendre, donc il y en a quand même donc il y en a 2 vraiment en rapport avec les masters, avec les 2 masters psycho de la santé et psycho du travail. Moi par exemple en 3e UE j'avais pris neuropsychologie cognitive. Vu que j'étais pas très bonne en neuropsy, je me suis dit ça peut être l'occasion de rattraper un peu les petites lacunes, mais voilà, j'ai su l'expliquer le jour de l'entretien pour le master. Ensuite, dans tout ce qui est méthode et technique, j'avais pris donc technique d'observation et enquête par questionnaire. Alors ces 2 UE vont vraiment vous aider en PSTO, donc faut savoir que enquête par questionnaire, c'est une UE qui va vous aider par exemple dans analyse des systèmes de travail. Et ensuite, j'avais pris aussi technique d'observation, donc pareil, comment ça se construit en fait une grille d'observation. C'est pas juste je fais une grille, je marque ce que j'observe. Non, il y a toute une méthodologie derrière pour construire sa grille d'observation. D'ailleurs, l'UE, c'est Madame Bonardel. Je ne sais pas si c'est encore elle, mais c'est Madame Bonardel qui l'a... C'était une prof d'ergonomie qui enseignait cette UE. Et enquête par questionnaire, ouais, j'avais Madame Le Barbonchon. C'est une enseignante chercheuse qui est spécialisée en psycho de la santé. Après, à savoir que le choix des 3 UE peut être très bien si jamais vous avez des doutes sur le master que vous voulez faire. C'est-à-dire que vous pouvez prendre par exemple les 2 UE de social et prendre soit de la neuro, soit prendre du développement si jamais vous n'arrivez pas à vous décider dès le début de la L3, ce qui est normal. Après, c'est pour vous, c'est aussi pour vos propres connaissances. Moi, j'avais pris neuropsy, c'était aussi pour mes propres connaissances, même si en soi je ne pense pas que ça va me servir dans ma pratique de psychologue du travail, mais ça m'intéressait. Si vous prenez une UE au final qui n'est pas trop en rapport avec la psycho du travail, mais qu'au moment où vous arrivez à l'entretien, vous arrivez à très bien l'expliquer, je veux dire, on a le droit à l'erreur. C'est pas simple de choisir son master, et voilà, il suffit vraiment de bien expliquer ses choix. Quel TER faut-il choisir ? De préférence, un TER en psychologie sociale, étant donné que notre master, même si c'est psychologie du travail, a une grosse, voire la majorité du master est orienté psychologie sociale, tous les fondements se font dessus. Après, ça ne veut pas dire que votre master ne peut pas être entre 2 domaines de la psychologie, par exemple à cheval entre la clinique et la sociale, mais ça ne veut pas dire non plus que vous avez 0 chance d'intégrer le master si votre TER est purement clinique. C'est juste que c'est préférable d'avoir un TER de psychologie sociale, comme ça les professeurs peuvent vraiment voir sur quel domaine vous êtes à l'aise pour la sélection. Comment est la sélection en master ? Dire comment vous avez préparé tout au long de votre licence votre candidature. Cette question elle est un peu délicate car c'est vraiment chaque entretien est différent. Le jury s'adapte aussi au candidat qu'il a en face de lui, c'est-à-dire les questions ne seront jamais les mêmes. Il y a bien sûr qu'il y a des erreurs à ne pas commettre. Moi par exemple donc pour psychologie sociale de la santé la première année j'avais mis donc que ça. Alors
Pareil, il y en a, ils vont vous dire oui, il faut mettre qu'un seul vœu, et d'autres, ils vont vous dire non, mais il faut mettre plusieurs vœux parce qu'on sait jamais, si jamais t'es pas pris dans ton premier vœu, c'est pas parce que vous mettez qu'un seul vœu que vous allez être pris, c'est pas parce que vous mettez 3 vœux que vous allez pas être pris. C'est vraiment, en fait, il faut expliquer pourquoi vous avez mis un deuxième vœu et pourquoi vous avez mis un troisième vœu. Mais en même temps, on a la chance d'être reliés, nous, le master PSTO, au master PSS, c'est-à-dire qu'en M1, on a énormément d'UE qui sont connectés, et je vais pas vous dire que c'est la démarche à suivre, mais c'est possible d'interchanger entre les deux. Par exemple, si vous rentrez et que vous dites « Ah, je suis bien orienté psychologie du travail », mais que vous vous rendez compte que la psychologie de la santé, au final, c'est quelque chose qui vous conviendrait plus, c'est possible de faire la passerelle. Donc bien sûr, la première année, j'ai pas été prise. Enfin, j'ai passé l'entretien pour PSS et j'ai pas été prise, mais j'ai eu la chance. Monsieur Apostolidis a eu la gentillesse de me recevoir après dans son bureau après les résultats pour m'expliquer pourquoi j'avais pas été prise. Et donc, en fait, pour m'expliquer un peu les erreurs que j'ai pu faire pendant l'entretien. Alors oui, on se met beaucoup de pression. Moi, par exemple, j'étais très stressée. On a l'impression que c'est l'entretien de sa vie. Ça peut se comprendre. Oui, en effet. L'entretien dure entre 10 et 20 minutes. Ça passe vraiment très vite. Et donc, bien sûr, c'est normal d'être stressé. Après, moi, ce que j'ai fait et ce que je n'ai pas fait la deuxième année, c'est que la première année, en fait, j'avais vraiment tout écrit et j'avais appris par cœur ce que j'allais dire. Et en fait, avec le stress, au moment où je suis arrivée devant le jury, il y a tout qui s'est mélangé. Mes phrases n'avaient plus aucun sens. J'étais partie, j'avais une idée de recherche, mais c'était très brouillon parce que voilà, j'étais très stressée. Alors ça, je le dis bien sûr pour les personnes qui sont de nature un peu anxieuses. C'est pas forcément la meilleure des solutions d'apprendre par cœur, alors que pour PSTO, donc bien sûr j'ai pas été prise en PSS, donc entre temps j'ai fait un master MEF et en fait l'année d'après je me suis rendu compte que c'était pas du tout psychologie sociale de la santé que je voulais faire, mais psychologie sociale du travail. J'ai été acceptée à l'entretien et cette fois-ci je me suis dit je vais éviter de trop préparer. Mais bien sûr, il faut préparer quelque chose, il faut quand même réfléchir à ce qu'on va dire. Mais j'ai vraiment dit qui j'étais vraiment, ce que je voulais faire. Je suis restée assez simple dans mes mots, je leur ai parlé un peu comme je suis en train de vous parler là. Je suis vraiment restée moi-même en fait. Et puis après, j'ai pu aussi leur parler de mon expérience professionnelle parce que oui, quand on est en psychologie du travail, c'est si vous avez de l'expérience professionnelle, que vous avez, je sais pas, vous avez déjà travaillé, qu'il y a quelque chose, il y a des situations que vous avez vues en milieu pro, que voilà quoi, des choses que vous avez envie de dire, c'est important. Oui, c'est important de le partager et puis c'est intéressant aussi de le partager. Une chose aussi, le jury ne va pas vous accueillir avec un grand sourire et vous proposer un café. C'est pas des loups non plus, mais ils sont là aussi pour vous tester. Ils peuvent être amenés à vous poser des questions qui vous déstabilisent un petit peu. Ou des questions sur auxquelles vous n'y serez peut-être pas forcément préparé. Mais voilà, il faut pas vous laisser déstabiliser. Pareil, s'il y a des questions que vous ne comprenez pas, moi par exemple, j'ai demandé, moi je suis tombée sur Madame Burakova et M. Souville. Il y a une question que j'ai pas compris. J'ai demandé à Madame Burakova de me la répéter 3 fois. Et il me semble même qu'au bout de la 3e fois, je ne l'avais toujours pas comprise. Donc, au bout d'un moment, il faut pas avoir peur de leur dire je suis désolée, je ne pourrai pas répondre à la question que vous venez de me poser. Il vaut mieux être honnête avec eux. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas ou s'il y a une question à laquelle vous ne pouvez pas répondre, il vaut mieux leur dire que vous avez le droit de ne pas savoir. Leur dire je ne sais pas. Ce serait dommage de perdre 5 minutes à réfléchir à quelque chose et à sortir une réponse soit bateau, soit ça partira dans tous les sens. Concernant la mienne, j'ai passé 2 sélections. La première pour le master PSTO, les deux j'ai postulé que dans le master PSTO. La première, je n'avais pas passé l'entretien. J'ai profité justement de l'année que j'ai eue pour travailler, surtout parce que c'est un master psychologie du travail. Donc je voulais vraiment m'imprégner du monde professionnel et j'ai su le mettre en valeur dans ma lettre de motivation parce que du coup, il n'y a que la lettre de motivation et le dossier de candidature qui a été traité vu que ma sélection, la deuxième, n'a pas eu d'entretien. C'est-à-dire que du coup, il fallait fournir un CV et une lettre de motivation plus conséquente. Mais pas que. La sélection, c'est pas juste le CV et la lettre de motivation. C'est-à-dire que tout ce que vous pouvez rajouter dans votre dossier qui saura vous valoriser. Typiquement, moi, j'avais un projet de recherche en tête. J'avais déjà une idée de ce que je voulais faire, c'est-à-dire travailler avec des artistes. Et donc, j'ai constitué un mini projet de recherche. Il faut pas non plus que ça soit digne d'un TER parce que du coup, vous le faites très rapidement. Et c'est plus pour exposer ce que vous voulez faire et vers quoi vous vous projetez. Et c'est important de montrer vers où vous voulez aller. Quels sont les changements par rapport à la licence? Alors, des changements, c'est vrai qu'il y en a pas mal.
Déjà en licence, vous êtes beaucoup. Et en fait, vous passez vraiment d'une promo de 500 à une promo de 15. Donc déjà, il y a pas mal de changements par rapport à ça. Alors quand je dis 15, le master, il y a 20 places chaque année. Moi, la promo précédente, enfin la promo avant moi, en effet, c'était 20. Nous, en M1, on était 15. Là, en M2, on est 16. Et nous, on est 13. On a toujours été 13 parce qu'il y a eu pas mal de désistements. Voilà, donc ça varie vraiment d'une promo à l'autre. C'est pas du tout la même proximité avec l'équipe pédagogique. Par exemple, en licence, on sait que pour on va dire, pour questionner un enseignant sur quelque chose du cours ou quoi, c'est pas forcément simple. Enfin, ils sont pas forcément accessibles. Donc ça, c'est un peu ce qu'on peut ressentir là. Enfin, un peu cette sensation de non... Enfin, cette distance-là, en fait, avec les enseignants lorsqu'on est en licence. Et qui s'efface un peu avec le master, parce que du coup, on est plus dans l'échange avec eux. D'ailleurs, c'est eux qui vous font cours. Alors que les groupes de TD en licence, c'est pas les enseignants, souvent c'est des intervenants. Alors que là, en master, c'est les responsables de master qui vous font les cours, ainsi que l'équipe pédagogique. Et vu que vous n'êtes pas nombreux, on va dire, toutes les questions que vous avez à leur poser, enfin voilà quoi, vous pouvez facilement leur poser. Et puis après, ils vous connaissent aussi. C'est vrai qu'en licence, ils vous connaissent pas forcément. Même si vous les connaissez, vous les avez vous avez été amené à les solliciter plusieurs fois. Eux, ils vous connaissent pas forcément, alors qu'en master, pardon. Je veux dire, on est 15, ils connaissent les 15. Donc déjà, l'accompagnement, c'est pas le même. Oui, l'accompagnement est beaucoup mieux en master qu'en licence. Après, ce qui change aussi, c'est bien sûr la spécialisation. En licence, c'est très général. C'est que de la théorie, pratiquement. À part peut-être en dernière année où on a des options qu'on choisit, mais ça reste quand même très théorique. C'est quand même une licence générale, quoi. Alors qu'en master, là oui, vous commencez vraiment à vous spécialiser dans le domaine que vous avez choisi. Il y a un gros changement au niveau du format des cours. C'est-à-dire qu'en licence, vous êtes plus passif, entre guillemets, dans le sens où vous allez avoir un intervenant qui va déballer son cours et vous allez prendre des notes et vous allez être évalué sur les notes que vous avez prises en fin de semestre. En master, c'est plus le même format, c'est-à-dire que il y a toujours ce format théorique très présent où le prof déblate son cours, mais ils vont plus demander d'échange, c'est-à-dire qu'ils vont vous transmettre le cours et ils vont vous demander d'avoir une réflexion sur ce cours et de la partager avec eux. Donc pour ceux qui aiment bien interagir, ça sera très bien parce qu'il n'y a pas du tout ce côté-là en licence où il n'y a pas vraiment de retour. Après, c'est aussi le format tout ce qui est modalité d'évaluation, c'est pas du tout... c'est pas forcément les mêmes qu'en master. C'est vrai que le premier semestre, alors là je parle pour PSTO, hein, vu les autres masters on sait pas trop comment ça se passe, mais en tout cas pour PSTO, le premier semestre en master 1, c'est quand même, ça reste encore quand même très théorique. Vous avez quand même des partiels sur table, beaucoup de partiels, sur ça il faut quand même s'accrocher parce que le premier semestre il est assez costaud. Il y a quelques travaux de groupe en M1, par exemple en analyse des systèmes de travail, c'est en groupe. En statistique aussi, et en anglais aussi. Alors ça peut rassurer certains qui se disent bon, moi je suis pas très bon en anglais, moi je suis pas très bon en stats, le fait d'être en groupe. Mais alors oui, c'est vrai qu'il y a un avantage à ce niveau-là d'être en groupe, surtout si vous avez des difficultés. Mais il faut quand même, on va dire, c'est un travail en groupe et chacun doit faire sa part du travail, comme on dit. Le mémoire en M1 peut aussi se faire à plusieurs. Enfin, à plusieurs, à deux maximum, parce qu'après ça fait un peu beaucoup. Mais oui, chaque année, il y a... moi, ça a été mon cas. Souvent, on a un peu peur de se dire moi, je me sens pas de passer seule à la fin de l'année, de passer ma soutenance seule. Donc oui, vous avez la possibilité d'être... Pouvez-vous retranscrire un peu votre vécu personnel en ce début de M1 ? Il faut savoir que du coup, cette rentrée était fort particulière
C'est-à-dire que les cours sont passés à distance quelques semaines après la rentrée, ce qui fait que ça a été un vécu un peu déstabilisant parce que du coup on arrive en master, on n'a pas les mêmes attentes qu'en licence. Et en même temps il y a ce climat sanitaire assez incertain, ce qui fait que pas mal de gens dont moi ont assez mal vécu cette rentrée en M1, mais c'était pas spécialement lié au travail qu'il fallait fournir parce que du coup on nous le dit directement que va y avoir plus de charges de travail, on nous fixe clairement les attentes. C'était plus le ressenti lié à la crise sanitaire parce que du coup on jonglait entre le distanciel et le présentiel. Je pense pas que l'année prochaine ça s'amorce de la même façon. C'est-à-dire que du coup, je pense que cette année, on est un peu l'année test, dans le sens où on était entre les deux formats, entre le présentiel et le distanciel, et que les professeurs, et même nous, ne savions pas trop réagir. Là, maintenant, le distanciel commence à bien se mettre en place, on commence à développer des solutions pour faire les cours, à distance comme en présentiel. Donc, je pense que votre vécu à vous sera bien mieux que le nôtre. Après, en soi, vous allez vous retrouver en petite promo, vous allez faire plein de petites connaissances, vous allez très vite vous souder, c'est pas comme en licence où vous finissez par connaître personne quand même à la fin de la licence parce que vous êtes tellement que c'est impossible de se retrouver, encore plus avec le distanciel où vous pouvez pas faire de nouvelles rencontres. Là, dans tous les cas, dès le début de l'année, on essaye vraiment de créer cette cohésion, que ça soit directement, c'est-à-dire qu'il y a des ateliers de team building que nous on n'a pas eu la chance de faire dans le cadre des cours mais qu'on a fait nous de notre côté, ou que ça soit indirectement via les cours, s'échanger, c'est beaucoup plus d'échanges, tout le monde est connecté en soi. Mais dans l'ensemble, ça va bien se passer parce que vous êtes en petit comité, vous vous soutenez, genre nous typiquement notre promo on a une forte cohésion parce qu'on est tous dans la même galère de ce distanciel et on s'entraide. Donc vous faites pas de soucis sur le vécu, dans tous les cas, ça va bien se passer. Pouvez-vous faire un bilan de votre M1 et comment se passe le M2? Alors, moi ma rentrée s'est passée normalement, sans crise sanitaire. Alors au début on se sent un peu perdu, on pense qu'il y a beaucoup de travail, qu'il y a énormément de travail ou qu'on se demande un peu comment on va réussir à concilier un peu toute la charge de travail qu'on nous demande, notamment si vous travaillez à côté. Alors c'est une question qui n'est pas revenue sur le fait de travailler à côté, mais je vais vite fait un peu en parler parce qu'on me l'a souvent demandé lors des salons des masters ou lors de la soirée des masters. Oui, c'est possible. Il y a des étudiants de master qui travaillent à côté, qui continuent, qui gardent leur job étudiant. Moi, ça a été mon cas. J'ai travaillé donc, toute ma licence. J'ai travaillé aussi pendant mon master 1. Après, c'est une question aussi d'organisation. Enfin, c'est pratiquement qu'une question en fait d'organisation et de motivation aussi. Il faut être comme motivé pour faire les deux. N'oubliez jamais que la priorité, après chacun a ses priorités, mais bon, logiquement la priorité c'est aussi vos études. Moi ça m'est déjà arrivé, ça m'est arrivé pendant le master 1 de devoir quitter mon travail et d'en retrouver un autre pendant les périodes de partiel parce que je n'arrivais pas à concilier les temps de révision et les temps que je devais passer au travail en fait. Mais à côté de ça, oui, on peut travailler en étant étudiant en master 1. Après en master 2, alors il y en a qui continuent de le faire. Moi personnellement cette année, j'ai arrêté de travailler parce que il y a beaucoup de travail en master 2. Je peux pas conseiller à ce niveau-là. C'est vraiment propre à chacun. C'est en fonction de vous en fait, c'est comment vous le sentez, est-ce que vous vous sentez de travailler en même temps. Donc pour en revenir à la question sur le bilan, de notre M1, moi ce qui m'a un peu dérangé en Master 1 c'est le tronc commun avec psychologie sociale de la santé. C'est vrai que quand on n'est pas trop orienté santé, en fait c'est un peu compliqué parce qu'on a pratiquement tout en commun avec les M1, PSS, donc santé. Donc il y a des UE dans lesquels vous ne serez pas forcément toujours à l'aise, qui vous intéresseront pas forcément, mais il faut quand même, c'est pas pour autant qu'il faut les mettre de côté parce qu'en M1 chaque UE compte.
C'est-à-dire, c'est pas parce que vous n'êtes pas à l'aise dans une UE, vous n'avez pas forcément des affinités ou quoi, que vous devez vous dire, ah ben c'est bon, tant pis, celle-là, je la mets de côté. Non, vraiment, chaque UE compte. Après, c'est quand même une année qui est dense et qui demande quand même d'être organisée. Tout ce qui est mémoire, vous êtes quand même supervisé. Il y a pas mal de supervision. Enfin, après, tout dépend qui vous encadre. Moi, j'étais avec Madame Burakova. Franchement, malgré le confinement, malgré la distanciation, enfin, oui, le fait qu'on passe sur un format à distance, la supervision s'est quand même très bien passée. Donc, je pense pas que... Enfin, voilà, quoi. N'appréhendez pas le fait d'être à distance. En tout cas, pour le M1, je pense que ça peut très bien se passer. Après, comment s'est passée donc la transition entre le M1 et le M2 ? On savait pas en fait comment, si on allait faire notre rentrée en présentiel ou en distanciel, donc finalement on a pu la faire en présentiel. Il y a un changement énorme entre le M1 et le M2, c'est-à-dire le M1, comme je l'ai déjà dit, c'est quand même encore très théorique, alors qu'en M2, là vraiment vous commencez à voir le côté pratique, c'est-à-dire on vous expose, on vous présente pas mal d'outils que vous allez pouvoir ensuite réutiliser dans votre pratique. C'est beaucoup de mise en situation professionnelle. C'est même plus pareil les cours. Vous percevez plus vraiment que c'est des cours. C'est plus en fait des ateliers, des interventions, et c'est pareil, c'est beaucoup de travaux de groupe. Et en fait c'est ça qui est formateur et qui est très intéressant une fois qu'on arrive en Master 2. Voilà. Bonjour à tous, donc c'est Gabriella, j'ai 23 ans, je suis étudiante en Master 2 de psychologie sociale du travail et des organisations à l'Université d'Aix-Marseille. J'ai fait ma licence à Bordeaux et je suis venue à Aix pour faire mon master. Qu'est-ce que je peux vous dire concernant ce master? Tout d'abord, en master 1, il faut savoir que vous avez beaucoup de cours qui vont être en commun avec la promo de psychologie sociale de la santé. Euh, Après, il y a aussi enfin, vous pouvez prendre plusieurs options et donc il y a certaines options qui seront uniquement en lien avec la psychologie du travail, alors que d'autres vont être plus, enfin, d'autres vont être communes. Par rapport au sujet de recherche, alors ça dépend des enseignants-chercheurs. En fait, chaque membre de l'équipe pédagogique propose plusieurs sujets de recherche et c'est à vous de choisir celui qui vous intéresse le plus. Certains professeurs acceptent également que vous leur proposiez des nouvelles idées. Donc ça peut être pas mal. Sinon, par rapport au contenu, si vous avez besoin un peu plus de détails, il faut savoir aussi que par rapport au stage, donc il y a 150 heures de stage à faire en master 1 et 500 heures de stage à faire en master 2, donc 4 mois plus ou moins. En master 2, généralement, on essaye d'avoir un stage rémunéré. Ça, c'est une particularité du master, je pense. Euh, et c'est des stages participatifs, pas uniquement d'observation. Donc c'est intéressant pour se former à son futur métier. En master 1, donc c'est surtout des professeurs, enfin des chercheurs à l'université qui donnent les cours. Tandis qu'en master 2, il y a beaucoup d'intervenants extérieurs qui ont eux-mêmes intégré le master les années précédentes. Donc ça, c'est aussi un plus, moi, je trouve, parce que on a l'occasion de connaître davantage le, le monde professionnel. Voilà. Et de se faire des contacts, bien sûr. Donc pour plus de précision par rapport aux cours précisément et tout que vous allez avoir en Master 1, en Master 2, je vous conseille de regarder la plaquette. Elle sera mise en... Bon, elle est disponible sur le site de la formation, mais après...
On vous la mettra en ligne aussi sur les pages étudiantes. Euh, Si j'essaye un peu de faire le tour de ce que je peux vous dire par rapport au champ d'intervention, donc enfin aux missions que vous pouvez avoir en tant que diplômé psychologue du travail. Alors c'est assez large, c'est ce qui est pas mal dans ce master. En fait, vous pouvez intervenir dans de nombreux domaines en tant que psychologue du travail. Je vous donne juste quelques exemples. Vous avez par exemple l'insertion, l'orientation, la formation, aussi le diagnostic organisationnel, travailler au niveau de la qualité de vie au travail, des risques psychosociaux, de la santé et de la sécurité au travail, management, leadership, tout ça. Bon, c'est juste quelques exemples de tout ce que vous pouvez faire plus tard en tant que psychologue du travail. Après, bien sûr aussi tout ce qui est rattaché au RH ou au recrutement également. Pour en savoir un peu plus, on vous mettra aussi à disposition des fiches métiers sur les groupes Facebook, donc qui vous permettront de voir un peu quels peuvent être les débouchés en tant que psychologue du travail. J'espère avoir répondu à toutes vos questions et je vous laisse revenir vers nous si vous avez des questions supplémentaires. Bonjour à tous, je m'appelle Camélia, j'ai 22 ans. Je suis actuellement étudiante en Master 2 de psychologie sociale du travail et des organisations à l'Université d'Aix-Marseille. Donc les conseils que je peux vous donner pour réussir votre stage, ça serait tout d'abord de procéder à votre recherche de stage très tôt, de ne pas tarder, de ne pas avoir peur de faire des candidatures spontanées, de rentrer au contact de professionnels. Je pense notamment grâce à LinkedIn qui facilite beaucoup les choses. Ensuite, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que quand on fait une recherche de stage, ce qui est très important, c'est de savoir dans quel domaine on souhaite s'orienter, avoir une idée claire de ce qui nous intéresse et ce qui ne nous intéresse pas. Ensuite, ce que je peux vous dire aussi, c'est que quand vous avez pris contact avec une structure, que vous avez votre tuteur de stage, ce qui est bien, c'est vraiment d'avoir une idée claire sur les missions que vous allez accomplir durant votre stage pour ne pas avoir de surprise par la suite. Les dates de stage, souvent on peut commencer en fin janvier, mais pas tout le monde commence en fin janvier, c'est pas une obligation. Les horaires à pas dépasser, c'est 150 heures et moi je vous conseille de pas forcément les dépasser parce que justement ça peut être très compliqué par la suite parce que vous avez votre mémoire à faire et les cours à suivre à côté. D'ailleurs, le stage se fait pendant la période de cours. Vous avez 2 jours de libre, il me semble 2 ou 3 jours de libre par semaine pour réaliser votre stage. Donc l'idéal c'est de rester dans la région pour pouvoir accomplir tranquillement son stage et suivre les cours. Ensuite, autre chose qu'il faut savoir, c'est que souvent le rapport de stage est rendu en deuxième session. Et parce qu'en fait, la première session se termine en mi-mai et très rares sont ceux qui ont fini la rédaction de leur mémoire à ce moment-là. Donc, faut pas avoir peur si vous êtes amené à le rendre en deuxième session. Vous avez jusqu'en début septembre, il me semble, pour le rendre. Et voilà, j'espère que j'aurai répondu à toutes vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à revenir vers nous. Merci de m'avoir écouté.